Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours d'introduction à l'histoire de la philosophie sur trois grands philosophes, Hume, Kant et Reid, dont on va parler abondamment au cours de ce semestre. On a 13 séances ensemble. Avant toute chose, je voulais souhaiter la bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui commencent la philosophie cette année. Vous avez fait un excellent choix. Je pense qu'on a vu certains d'entre vous à la réunion de rentrée. Bienvenue aux autres, bienvenue à vous tous. Je suis très heureux de retrouver des têtes connues également. Donc on commence directement. On a un programme assez chargé parce que ce sont trois philosophes qui vont être extrêmement influents pour toute l'histoire de la philosophie. Et je voudrais, avant de commencer à vous parler de Hume, de Kant et de Reid, on va commencer par Hume, vous dire quelques mots, si mon PowerPoint fonctionne comme il faut, oui, de ce qu'on fait quand on fait de la philosophie et quand on fait de l'histoire de la philosophie. Vous avez peut-être remarqué, en parcourant les programmes de philosophie, qu'il y a quelque chose de singulier dans toute formation philosophique, à Neuchâtel et ailleurs, c'est qu'on fait beaucoup plus d'histoire de la philosophie qu'on fait dans n'importe quelle autre discipline. Si vous faites de la physique, vous faites très peu d'histoire de la physique. Si vous faites de l'histoire, vous allez dire, ouais, on fait plein d'histoire en histoire, ouais, mais vous faites peu d'histoire de l'histoire. Si vous faites de l'histoire, vous ne faites pas de l'histoire de la discipline historique. Tandis qu'en philosophie, on fait beaucoup d'histoire de la philosophie. Pas que ça. Et ce que je voudrais vous dire pour commencer, c'est comment nous, on conçoit ici l'articulation entre ces deux disciplines. Alors déjà, quelle est la différence entre les deux? Quand on fait de la philosophie, et vous vous êtes inscrit, on a bien conscience que vous êtes inscrit en master de philosophie, donc on va faire de la philosophie. Ce cours-là, c'est de l'histoire de la philosophie, mais le but, c'est d'arriver à faire de la philosophie. Quand on fait de la philosophie, on cherche à dire des choses vraies au sujet du monde qui nous entoure, de tout un tas de choses. On peut vouloir dire des choses vraies au sujet de la psychologie humaine, on peut vouloir dire des choses vraies au sujet du lac de Neuchâtel, des couleurs, on peut vouloir dire des choses vraies au sujet de la morale, au sujet d'un certain nombre de théories politiques, de la justice, de la liberté, etc. Ça, c'est une première grand but de la philosophie, que la philosophie partage avec tout un tas de sciences. On cherche la vérité, au sujet d'un certain nombre de choses. En philosophie, on ne cherche pas que la vérité, on cherche aussi, en particulier dans un domaine de la philosophie qu'on appelle la philosophie pratique, on cherche non seulement à dire des choses vraies, mais à faire un certain nombre de recommandations, d'évaluer les choses. Comment est-ce qu'il faut agir? Comment est-ce qu'il faut dessiner des institutions politiques, etc. D'accord? Pas simplement décrire, mais également recommander différents usages. Ok, ça c'est la philosophie, en deux mots. Il y a 1000 débats sur qu'est-ce que c'est que la philosophie. C'est pas très intéressant de commencer par se poser cette question-là. Il faut mieux directement traiter de questions philosophiques. Mais il y a une autre discipline qui est accolée à la philosophie, qui va nous intéresser dans ce cours, qui est l'histoire de la philosophie. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait de l'histoire de la philosophie? Eh bien, on cherche à dire des choses vraies, non pas au sujet du monde, au sujet des valeurs, au sujet des couleurs, ou n'importe quoi. On cherche à dire des choses vraies au sujet de ce qu'ont dit les autres philosophes avant nous. On cherche à dire quelle est la thèse d'un tel ou d'une telle sur tel ou tel sujet. Je vous donne un exemple tout simple. Si vous avez une phrase comme « la causalité n'existe pas », ça c'est une thèse philosophique. Négative, en l'occurrence, ça vous dit juste qu'il n'y a pas de causalité dans le monde. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, mais en tout cas c'est une thèse typiquement philosophique. Si vous avez une thèse du type « Hume soutient que la causalité n'existe pas », ça c'est une thèse d'histoire de la philosophie. D'accord? On attribue une thèse à Hume. Vous voyez que si vous avez tort ici, si cette phrase est fausse, c'est parce que vous attribuez à Hume une thèse que Hume ne soutient pas.
Hein, ça, c'est ce qu'on fait quand on fait de l'histoire de la philosophie. Ici, ce qui vous rend dans le vrai ou dans l'erreur, c'est pas ce que dit Hume, c'est ce qu'il y a dans le monde. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de la causalité dans le monde? Euh, alors, ces deux activités très différentes, ce sont deux activités très différentes, et quand vous lisez de la philosophie, il faut bien être en mesure de distinguer quelles sont les thèses, à quel statut appartiennent les thèses que vous êtes en train de lire. Parfois, vous lisez des thèses qui concernent la philosophie, le plus souvent c'est ça, mais vous lisez aussi parfois des thèses qui concernent l'attribution de thèses à d'autres auteurs. C'est tout bête ce que je dis, mais vous avez des travaux qui sont entièrement des travaux d'histoire de la philosophie, vous avez des livres entiers d'histoire de la philosophie, des interprétations de Hume, d'Aristote, de qui vous voulez, mais même quand vous lisez des travaux de philosophie qui parlent du monde, vous avez de temps en temps un philosophe qui dit, comme Hume, ah ben il y a Locke avant moi qui a dit ça, et moi je ne suis pas d'accord avec Locke pour ça. Quand Hume dit il y a Locke avec moi qui a dit ça, ça c'est une thèse d'histoire de la philosophie. Et quand Hume ajoute moi je ne suis pas d'accord avec Locke pour ça, ça c'est une thèse de philosophie. D'accord? Il explique pourquoi il pense que Locke se trompe. Donc vous avez toujours ce jeu d'attribuer aux autres des thèses, et puis quand vous entrez dans le jeu philosophique, cette fois, d'essayer de vérifier ces thèses, d'essayer de les critiquer, de savoir s'ils ont raison ou pas. Alors pourquoi je vous dis ça? Nous on va faire de l'histoire de la philosophie ici, mais comme je vous disais, j'ai bien conscience que vous ne vous êtes pas inscrit dans un bachelor d'histoire de la philosophie. Okay, on veut faire de la philosophie à l'arrivée. Et nous, on prend ça très au sérieux. Donc notre but, c'est de concilier la philosophie et l'histoire de la philosophie. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a deux manières de ne pas le faire, pour commencer. J'ai appelé ça de manière un peu provocatrice, l'approche française, pour commencer. Qu'est-ce que c'est l'approche française? C'est l'approche qui consiste à dire qu'il n'y a que de l'histoire de la philosophie. Si vous vous inscrivez à une formation en philosophie en France, à la Sorbonne par exemple, il y a de fortes chances que vous fassiez au moins 80% d'histoire de la philosophie. Et que vous sortiez avec l'impression que, qu'est-ce qu'on fait en philosophie? Ben, on discute de ce qu'a voulu dire Locke, de ce qu'a voulu dire Hume, de ce qu'a voulu dire Hegel, et que peut-être que Heidegger, c'est la meilleure réponse à Hegel, etc. etc. D'accord? Donc vous avez toujours un point de vue sur les auteurs. Et le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous dire, est-ce que vous êtes plutôt heideggerien, hegelien, foucaldien, etc. Hein? Donc, on est un peu comme des vassaux de l'histoire de la philosophie. Les grands noms étaient avant nous, et puis on peut au mieux souscrire à une certaine équipe, un certain camp, mais de toute façon, c'est quand même pas à nous de faire de la philosophie. Qui sommes-nous pour avoir cette prétention? Okay. C'est très humble en un sens comme position. Hein, c'est juste de dire, il y a des géants avant nous, on va pas se mettre à développer nos propres thèses philosophiques. Ça, c'est l'approche française. Je ne sais pas si l'humilité est vraiment une vertu française, mais dans ce cas-là, admettons. Il y a l'approche américaine, qui est l'inverse, qui consiste à dire, alors moi je ne sais pas du tout qui sont ces types-là, Locke, Hume, etc. Aucune idée, mais je vais vous dire ce que c'est que la liberté, et puis comment on peut être à la fois libre et déterminé. Okay. Si vous lisez des articles de philosophie analytique contemporaine, typiquement américaine, vous êtes frappé, en particulier si vous avez fait vos études en Europe, de l'ignorance historique dans laquelle se trouvent ceux qui écrivent ce type de philosophie-là. Ils font comme s'ils étaient les premiers à écrire, comme si personne n'avait pensé avant eux à ça. Alors ça a un inconvénient évident. L'inconvénient évident, c'est qu'on réinvente la roue tout le temps. Ah, j'ai découvert. Ça, c'est vrai. Mais ça a aussi un avantage, et il ne faut pas nier ça, c'est que si vous ignorez ce qui est avant vous, ça vous libère un peu. Vous n'êtes pas écrasé par le poids du passé, d'accord? Vous pouvez penser tranquillement. Vous dites, ouais, il y a des problèmes philosophiques. Là, est-ce qu'il y a une réalité indépendante de nous ou pas? Est-ce que ça continue à exister quand je ferme les yeux, la patinoire? Et puis vous commencez à réfléchir comme ça par vous-même, et vous dites pas forcément des bêtises. Peut-être que vous redites ce qui a déjà été dit, et même quand ça arrive, il y a quelque chose de rassurant. Je suis en train de défendre un peu cette approche-là, je vais en proposer une autre après, mais je ne veux juste pas le donner que son aspect négatif. Il y a quelque chose de rassurant quand vous faites ça, c'est que si vous trouvez vous-même, par votre réflexion personnelle, en pensant être le premier au monde à avoir fait de la philosophie, vous retombez sur les mêmes conclusions sur lesquelles sont tombés Descartes et Aristote, peut-être qu'il y a quelque chose de vrai derrière ces conclusions-là. Si indépendamment on arrive aux mêmes idées, aux mêmes distinctions, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qui rend plus plausible cette idée-là. Donc on a deux approches complètement séparées. On a l'approche humble à la française, on ne fait pas de philosophie, tout ce qu'on peut faire c'est commenter les auteurs du passé. On a l'approche très ambitieuse à l'américaine, faisons fi du passé et maintenant nous on résout les problèmes. Et puis on a l'approche neuchâteloise. Qu'est-ce que c'est? Oui, Mathieu, pardon. Mais en fait, la réflexion que je me fais un peu sur l'histoire de la philosophie, peut-être qu'il n'y a pas un risque de biais assez important d'une sélection des auteurs par leur influence historique et par les sélections qui étaient faites précédemment. Finalement, revenir en permanence à certains auteurs, non pas parce qu'ils sont intéressants, mais parce que avoir fait de la philosophie sans avoir fait Aristote, c'est quand même pas bien. Et finalement, les motifs
du choix d'Aristote, c'est plus des motifs liés à l'histoire du Moyen-Âge qu'à justement philosophique. Alors, vous posez une question nous, on se pose tout le temps quand on fait les programmes de philosophie. On se dit, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le programme? Une des choses, je fais une petite interruption, hein. Une des choses pour lesquelles vous avez eu raison de vous inscrire en philosophie à Neuchâtel, c'est qu'on a une réflexion, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, on a une vraie réflexion poussée sur quels sont les auteurs qu'on estime que vous devez avoir vus et quels sont les problèmes philosophiques qu'on estime que vous devez avoir vus à l'issue de votre bachelor. C'est pas toujours que les formations philosophiques prennent ça au sérieux, mais nous, on s'est dit, voilà, vous sortez d'un bachelor de philosophie, est-ce que c'est possible de ne pas avoir étudié Kant? Non, ce serait quand même un problème. Après 3 ans de philosophie, 4, il y aurait vraiment un trou dans votre formation. Donc, on a fait une formation qui est telle que, en tout cas, si vous êtes dans la formation à 90 crédits, vous avez balayé l'ensemble des auteurs que nous, on considère comme principaux et l'ensemble des problèmes que nous, on considère comme principaux. On ne peut jamais être exhaustif, c'est gigantesque, la philosophie, mais au moins, on a un certain nombre de points centraux. Alors, je reviens à la question de Mathéo. Comment est-ce qu'on choisit qu'est-ce qui est dans le canon? Dans le canon philosophique, c'est-à-dire la liste des grands auteurs. Ben, vous avez plusieurs critères, mais il y en a 2 qui surnagent évidemment. Il y a d'une part, il y a des auteurs qu'on aime bien. D'accord? On se dit, c'est pas possible, moi j'ai envie qu'ils travaillent là-dessus, je veux leur partager. C'est normal quand vous enseignez à quelqu'un d'autre quelque chose que vous aimez, ben vous choisissez ce que vous aimez, d'accord? Si vous faites de la musique, que vous faites de la poésie, que vous voulez expliquer ça à votre petite sœur ou à un enfant, vous n'allez pas prendre ce que vous détestez. Donc c'est plus facile d'enseigner les choses pour lesquelles on a du goût. Donc ça, clairement, et qui ont une influence sur nos propres travaux, et à partir desquels on pense que vous pouvez faire des bons mémoires, des bons travaux de séminaire, etc. Donc ça, c'est un critère de choix. Il y a un deuxième critère de choix qu'on ne peut pas éviter, c'est que si moi je suis fan que de petits auteurs obscurs dont personne n'a entendu parler, même si je suis convaincu que c'est les meilleurs du monde, je ne vais pas vous mettre dans le programme. Oubliez Kant, c'est pas très intéressant. On va parler de Reinhardt. Je suis convaincu que Reinhardt c'est 1000 fois meilleur que Kant. Je vous le dis, vous allez en entendre. Enfin, malheureusement, j'ai pas mis. Vous voyez, comme je suis bien, je me suis retenu de mettre Reinhardt au programme parce que je sais qu'il n'est pas considéré comme un grand auteur. Il a de fait beaucoup moins d'influence que Kant. À mon avis, il est 1000 fois plus intéressant que Kant, pour lequel j'ai peu de passion, vous verrez. J'essaierai de vous transmettre le plus de la chose la plus positive possible, mais c'est pas un philosophe qui excite beaucoup mon intérêt. Mais Kant, évidemment, il a une influence énorme. Okay, c'est absurde de dire on ne va pas étudier Kant parce que moi je ne le trouve pas bien. Il a une influence considérable sur des tonnes d'auteurs, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Donc ça c'est un deuxième critère pour qui on inclut dans le cursus. Puis il y a un troisième critère, au moins il y en a sans doute d'autres, qui est parfois vos préférences. Et puis on vous demande une fois par an, puis qu'est-ce que vous aimeriez avoir au programme? Vous pouvez suggérer des auteurs. Okay, que nous, on ne discute pas forcément, mais qui peuvent être importants à discuter. On a rajouté, vous avez vu au programme de philosophie cette année, un nouveau cours, 13 grands philosophes, 13 grandes questions philosophiques, et le but, c'est un peu de traiter justement des trous qu'on a dans notre programme, d'accord? Il y a des philosophes dont on ne parle pas. Hegel, on n'en parle pas beaucoup. Bon, il y aura une séance sur Hegel. Marx, on n'en parle pas beaucoup. Bon, il y aura une séance sur Marx, d'accord? Ou ce type. On n'arrive jamais à être exhaustif, mais en tout cas, voilà, c'est le... Comment est-ce qu'on fait le canon? En fonction de ce qu'on préfère, en fonction de l'influence objective historique, hein, ça, là, il y a vraiment quelque chose. Vous regardez juste le nombre de citations, par exemple, et puis aussi en fonction de vos intérêts à vous. Alors, je ferme cette longue réponse à une brève question. Et j'en viens enfin à l'approche neuchâteloise. Comment est-ce que nous, on voit l'articulation entre la philosophie et l'histoire de la philosophie? Ben, notre idée, c'est que le but, c'est vraiment de faire la philosophie. Mais qu'il faut que cette philosophie soit historiquement informée. Il faut savoir d'où on part, il faut savoir ce qui a été dit avant sur une question, avec l'humilité nécessaire, mais sans être écrasé par le poids du passé, en se disant, voilà, ça, maintenant, je sais que c'est ce qui a été dit sur la causalité, pour reprendre mon exemple. Vous verrez qu'avec Hume et Kant, on va parler pas mal de causalité. Je sais que c'est ce qui a été dit sur ces questions-là. Maintenant, moi, je veux développer mon approche là-dessus. Je pense qu'en fait, ils se sont trompés ou que peut-être ils ont raté une distinction, que si on met le doigt sur cette distinction, on peut améliorer les choses. Donc que vous, après, vous preniez position. Et nous, c'est ce qu'on veut vous encourager à faire. Vous connaissez cette expression qui était beaucoup utilisée à l'époque médiévale, des nains sur des épaules de géants. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, si vous voulez avoir une contribution intellectuelle, il faut avoir une connaissance. C'est d'ailleurs un slogan qui a été repris par Google. Un slogan que vous voyez de temps en temps quand vous cherchez sur certains moteurs de recherche Google. Il faut avoir connaissance des géants du passé. Et c'est vrai qu'ils sont géants, on ne va pas se mentir.
on n'est pas, on n'est pas Aristote, on n'est pas Leibniz, on n'est pas Brentano, on n'est pas Reinhardt, on n'est même pas Kant, c'est vous dire à quel point. Mais même s'ils ont fait une œuvre fantastique, admirable, on peut apporter notre contribution. D'accord. Notre contribution, aujourd'hui, une idée qu'on a au sujet de la philosophie, c'est que ça avance à petits pas. Hein. On ne fait pas des grands systèmes, on a peu d'espoir. Si votre idée, c'est de dire prochain grand système du monde, là, vous avez peu de chance. Par contre, sur un point précis qui peut être de tous les domaines, de philosophie du droit, d'esthétique, de philosophie politique, philosophie des mathématiques, ce que vous voulez, là, vous pouvez apporter une contribution qui est personnelle sur tel ou tel point qui peut vous sembler être au départ un point de détail, mais quand vous l'avez bien défendu, collectivement, on avance avec des petits points comme ça. D'accord. Donc ça, c'est l'idée. Il faut connaître les géants, on est sur des épaules de géants, mais après, il faut apporter notre brique, notre propre contribution. Voilà ce que disait Kant. J'ai dit du mal de ce pauvre Emmanuel, mais lui, il avait bien vu ça. Voici ce qu'il dit au début de ses prolégomènes à toute métaphysique future. Il y a des savants pour lesquels histoire de la philosophie, tant ancienne que moderne, et la philosophie est la même. Pardon, pour lesquels l'histoire de la philosophie est la philosophie même. Okay, qui identifie l'histoire de la philosophie et la philosophie. Ces prolégomènes, donc ce livre que je suis en train d'écrire, ne sont pas à leur adresse. Ceux qui pensent comme ça doivent attendre que ceux qui s'efforcent de puiser aux sources de la raison même aient fait leur œuvre. Alors, leur tour sera venu de dire au monde ce qui s'est fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez là cette citation, c'est très ironique. Kant dit « Moi, je fais de la philosophie, donc je puise aux sources de la raison même. » On va voir que Kant, c'est un rationaliste qui pense qu'il peut faire de la philosophie en s'appuyant sur la raison. Et puis il dit ceux qui pensent que la philosophie, c'est rien d'autre que l'histoire de la philosophie, ils peuvent juste attendre encore quelques siècles, quelques millénaires, que nous, les philosophes, on ait fait notre travail, puis ils pourront arriver au pré-coup, puis dire voilà ce qui s'est fait avant nous. D'accord. Donc il critique ce que j'ai appelé la théorie française, si vous voulez. L'idée que la seule chose qu'on a à faire, c'est de la philosophie. Kant, parmi ses multiples qualités, même si j'en ai dit du mal, c'est quelqu'un qui vous invite à penser par vous-même. C'est même lui qui n'arrête pas d'utiliser cette expression. Osez penser par vous-même, grand slogan des Lumières. Donc, il vous invite à construire ça. Évidemment, Kant, il connaissait bien l'histoire de la philosophie. Il a réagi à Hume, pour commencer, et à beaucoup d'autres. Donc, notre slogan, nous, à Neuchâtel, c'est ça. Socrate, Aristote, Descartes, Leibniz, Hume, Brentano, Russell, et maintenant, vous. OK. Alors, pas forcément aussi énorme que ces philosophes-là, mais malgré tout, apporter quelque chose, votre contribution à l'édifice, et on vous expliquera comment le faire. Je fais une petite parenthèse, on aura une séance d'introduction à la méthodologie philosophique le 16 octobre entre midi et 2. Ce sera, j'ai pas trouvé de salle dans la faculté, donc ce sera dans l'autre faculté de droit et de sciences, de sciences économiques sur le boulevard du 1er mars, si je me trompe pas. Vous allez recevoir un email avec tout ça, juste pour vous expliquer ce qu'on attend de vous dans vos travaux philosophiques, que ce soit des essais de séminaire, que ce soit des mémoires, que ce soit des contributions orales, etc. Il y a des choses qui sont les mêmes, des thèses, il y a des choses qui sont les mêmes partout, et le but de cette séance, c'est de vous mettre tous, bachelor, étudiants de master, que vous rédigiez vos mémoires, que vous rédigiez des travaux de séminaire, que vous ayez conscience que c'est les mêmes attentes qu'on a pour tous ces types de travaux, y compris les réponses à certaines questions d'examen, des questions longues. Je ne vous parle pas de l'examen encore aujourd'hui, on ne va pas commencer par les choses pénibles, mais voilà, une séance dans laquelle on vous présentera ces choses-là. Alors, c'était juste mon petit laïus introductif sur savoir où on est ici maintenant. On est dans un cours d'histoire de la philosophie. Je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises sur ce que disent Hume, ce que disent Kant, ce que disent Reid. Si j'en dis, ou si vous avez l'impression que j'en dis, vous avez tout à fait le droit de dire, mais moi j'ai lu Hume, mais c'est pas ça qu'il dit à la page 22, j'ai l'impression qu'il veut dire autre chose. Il y a tout le temps des débats comme ça, c'est pas facile de savoir ce que veulent vraiment dire les auteurs, parce qu'en dépit de leurs efforts de clarté, en tout cas chez Hume, quand la clarté, c'est pas forcément son truc, comme on verra, mais en dépit de leurs efforts de clarté, souvent ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Ou eux-mêmes sont peut-être confus et on essaye de savoir exactement quelle est leur thèse. Un grand principe en histoire de la philosophie, c'est d'essayer de leur attribuer la thèse la plus plausible possible. De ne pas faire d'eux des idiots. Parfois on se dit non mais là c'est complètement absurde. En philosophie, on a un principe de charité. En histoire de la philosophie, on essaye de leur attribuer la thèse qui est la plus intéressante, la moins incohérente possible, et c'est ce qu'on va faire nous avec ces trois auteurs. Alors, je termine cette petite introduction et on en revient maintenant à nos trois auteurs, qui sont contemporains, en tout cas largement, David Hume, Emmanuel Kant et Thomas Reid.
vous avez très certainement tous entendu parler de David Hume et d'Emmanuel Kant. Thomas Reid est comparativement un peu moins connu, un petit peu moins influent, encore que c'est quelqu'un qui a eu une influence importante. Et je voudrais vous dire maintenant pourquoi on a choisi de parler de ces trois auteurs au sein d'un même cours. Première chose, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des auteurs qui ont une influence énorme. Si vous prenez Hume pour commencer, c'était un ami d'Adam Smith. Vous avez tous entendu parler d'Adam Smith, c'est celui qui a fondé l'économie moderne. Il a une influence énorme sur Kant, sur Bentham, l'utilitariste, sur John Stuart Mill, sur Schopenhauer, sur des philosophes plus contemporains comme Heyer et les positivistes logiques, sur Karl Popper, sur David Lewis, un grand métaphysicien contemporain, sur tout un courant de psychologie qu'on appelle la psychologie associationniste, donc là on est en dehors de la philosophie, sur des philosophes des sciences cognitives comme Fodor et beaucoup d'autres. Donc, influence gigantesque sur tout un tas de philosophes, mais aussi de psychologues. Kant, eh ben c'est pareil, vous trouvez tout un tas de philosophes qu'on appelle l'idéalisme allemand, Hegel pour commencer, Schopenhauer, qui déteste et adore Kant à la fois, Nathorp, Cassirer, ça c'est les néo-kantiens, Michel Foucault, Helmholtz, j'aurais dû mettre avant, pardon, psychologue, lui, qui développe une théorie de la psychologie de la perception, notamment néo-kantienne, des auteurs plus contemporains comme Strawson, Habermas, John Rawls et beaucoup d'autres. Reid, de la même façon, influence Schopenhauer, influence Hamilton, influence Brentano, influence Peirce, le pragmatiste américain, va influencer Moore, un des fondateurs de la philosophie analytique contemporaine, Alston, Plantinga et beaucoup d'autres. Alors attendez, je crois que j'ai... Je voulais supprimer le bas de la diapo précédente. Excusez-moi, je voulais séparer la diapo précédente en deux. Alors, ça c'est pourquoi les choisir. Maintenant, ils ont une grande influence. Maintenant, pourquoi les traiter ensemble? Il y a une articulation assez claire entre leurs trois pensées, qui est l'articulation suivante. Je vous l'ai dit en très gros, mais vous allez voir que ça va vous apparaître de plus en plus clairement à mesure qu'on avance dans le cours. Hume est un philosophe qui va avancer un certain nombre de défis qu'on appelle sceptiques. Qu'est-ce que ça veut dire sceptique? Il y a beaucoup de définitions du scepticisme ici, mais le scepticisme de Hume, c'est un scepticisme qui a trait à qu'est-ce qu'on peut connaître, et lui pense que du point de vue de notre connaissance, on ne peut pas être sûr qu'il y a un monde extérieur, on ne peut pas être sûr qu'il y a de la causalité dans le monde extérieur, on en a déjà parlé, on ne peut même pas être sûr de notre identité personnelle, vous ne pouvez pas être tout à fait certain que vous êtes le même maintenant que vous étiez au début du cours, on ne peut pas être complètement sûr des principes moraux, on ne peut pas être sûr de l'existence de la matière, de l'espace, du temps, etc. Donc, il défend ça, non pas parce qu'il aime douter en soi, mais parce qu'il dit la base de notre connaissance, c'est l'expérience, c'est un empiriste. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Toute connaissance dérive de l'expérience. Or, l'expérience, elle est relativement limitée. Okay. Donc, ce qu'on peut connaître sur la base de l'expérience, c'est relativement limité, et il y a tout un tas de choses qu'on pense connaître dans notre vie de tous les jours, alors qu'en réalité, si on en revient aux bases de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, on ne peut pas connaître des choses aussi compliquées que ça. Pensez à Dieu, pour commencer, c'est peut-être le plus simple. Que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, Dieu me dit, moi je connais ce que je vois. Il y a peu de gens qui croient en Dieu, il y en a, Plantinga que je viens de noter, il y a peu de gens qui croient en Dieu qui disent qu'ils ont vu Dieu. D'accord ? La perception de Dieu, ce n'est pas tellement un type d'expérience qu'on a comme la perception de la table. Okay ? Donc Hume dit peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas. Moi, ce n'est pas vraiment mon problème. Enfin, lui pense qu'il n'existe pas, mais le scepticisme, c'est un scepticisme qui porte sur la connaissance. Il dit Dieu. On ne peut pas connaître l'existence de Dieu. Donc, souvenez-vous de Descartes qui pense qu'on peut prouver l'existence de Dieu. Hume ne pense pas du tout. L'expérience est trop limitée. L'existence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut connaître, parce que tout ce qu'on connaît, c'est sur la base de l'expérience. Alors ça, c'est notre brave Hume, pour commencer, qui va appliquer cette recette sceptique à tout un tas de problèmes philosophiques, métaphysiques, moraux, politiques, etc. Notre expérience est limitée, donc ce qu'on connaît, c'est beaucoup plus limité que ce qu'on pense connaître. Okay. Alors après Hume, il laisse un peu comme un champ de ruines. On se dit, il y avait tout un tas de choses qu'on pensait connaître, puis on réalise que pas du tout. Et il y a deux types de réactions à ça. Il y a une type de réaction qui est la réaction de Kant, et il y a un autre type de réaction qui est la réaction de Reid. Qu'est-ce que c'est que la réaction de Kant? Kant va dire à Hume, d'abord, merci, tu m'as réveillé, dit Kant, de mon sommeil dogmatique. Une citation célèbre de Kant qui dit, avant toi, j'adhérais à tout un tas de croyances sans réfléchir à l'origine de ces croyances.
Je pensais que c'était vrai, que Dieu existait, que la réalité extérieure existait, qu'il y avait de la causalité, etc. Maintenant, tu m'as montré que c'était en fait plus difficile de croire à ça. Donc tu m'as réveillé de mon sommeil dogmatique. Mais moi, par contre, je ne veux pas en rester à ton scepticisme. Je pense qu'on peut rétablir des vérités universelles et absolues. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, en deux mots, ce que va faire Kant, c'est de dire ce qui fait qu'il y a de la causalité, ce qui fait qu'il y a Dieu, ce qui fait qu'il y a de la réalité extérieure. Enfin, Dieu, on va voir que c'est plus compliqué. Restons dans la causalité. C'est pas des structures qui ont trait au monde, et ce qui fait qu'on peut connaître ça, c'est pas parce que c'est dans le monde et qu'on a accès à ce qu'il y a dans le monde, c'est que la causalité, l'espace, le temps, c'est des choses qui sont dans notre tête, en fait. De sorte que quand on dit qu'on connaît la causalité, quand on dit qu'on connaît le temps, ben on connaît des choses qui sont dans notre tête. C'est nous qui projetons sur la réalité, pour ainsi dire, un certain nombre de catégories de notre entendement. Ça, c'est la thèse de Kant, ce qu'on appelle le transcendantalisme kantien. Okay, ce que vous croyez voir à l'extérieur, en fait, c'est des structures de votre cognition, de votre cerveau, de votre esprit, qu'on attribue à la réalité extérieure. Et donc, on peut les connaître parce qu'on peut se connaître soi-même. Okay, donc ça, c'est la réponse en 2 coups de cuillère à peau. On va voir ça, c'est plus complexe dans les détails, mais en gros, c'est la direction, en tout cas, de la réponse de Kant, c'est dire comment est-ce qu'on peut connaître ces choses-là. Hume dit on ne peut pas les connaître, je suis sceptique. Kant dit oui, on peut les connaître. La raison pour laquelle on peut les connaître, c'est qu'elles sont en nous. C'est que ça fait partie de notre structure cognitive. Et on la partage tous. Vous et moi, on a les mêmes idées de causalité, de temps, d'espace. C'est grâce à ça qu'on organise l'expérience. Donc, on peut décrire ces choses-là et avoir une connaissance parfaitement limpide de ces éléments. Ça, c'est le premier type de réponse. Okay, la réponse kantienne, idéaliste. On a dit parfois. Kant lui-même utilise ce terme. Quoique de manière hésitante. Reid, de l'autre côté, part aussi du scepticisme de Hume, mais lui, il va avoir une réaction totalement opposée. Il dit, moi, je suis d'accord avec Kant, je ne veux pas qu'on en reste au scepticisme. Donc, je suis contre Reid. Je ne pense pas qu'il faut se contenter de l'idée qu'on ne peut rien connaître, ou alors vraiment que des choses minimales. Je pense qu'on peut connaître plein de choses. Mais la réaction de Reid, c'est de dire, on peut connaître ces choses parce qu'elles existent, parce qu'elles sont dans le monde. Il y a de la causalité dans le monde. Il y a de l'espace, il y a du temps. Donc Reid va défendre une forme de réalisme, un réalisme plus précisément, un réalisme de sens commun. Okay, donc il va revenir à la position avant Hume, si vous voulez, que Kant considérait comme dogmatique, de dire, ouais, il y a vraiment une réalité extérieure et on peut la connaître. Et il va expliquer comment est-ce qu'on peut la connaître. Donc, en 2 mots, Hume présente un certain nombre de défis sceptiques à nos convictions ordinaires. Vous pensez pouvoir connaître le monde extérieur, en réalité, vous ne pouvez pas. Kant dit, merci d'avoir présenté le défi, mais en fait, on peut connaître le monde extérieur, parce que connaître le monde extérieur, ça revient à connaître ce qu'il y a dans notre tête à nous. Okay, et Kant, Reid dit, va répondre aux défis sceptiques de Hume en disant, non, on peut connaître le monde extérieur, parce qu'en réalité, on a un accès direct au monde extérieur, ce qu'on appelle le réalisme direct de Reid. Hein, en 2 coups de... Vraiment, encore une fois, je brosse à très gros traits la dynamique générale. Hein. Vous avez Hume qui pose un problème, Kant qui s'en sort par en haut, et Reid qui s'en sort par en bas, si vous voulez. Je sais que c'est allusif la manière dont je vous dis ça maintenant, mais j'espère juste que les choses vont vous apparaître un peu plus clairement au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Alors on commence ce cours par le premier de nos 3 auteurs, à savoir David Hume, qui est un Écossais, 1711-1776. Le plan est le suivant, je vais vous présenter une petite introduction sur Hume et son empirisme. On va ensuite étudier sa psychologie, différents aspects de son scepticisme dont je viens de vous parler, sa psychologie morale et puis sa philosophie politique. Alors, quelques mots d'introduction. Le grand livre de Hume, c'est son traité de la nature humaine, qui commence à écrire à 24 ans, qui lui vaut d'emblée une réputation de sceptique et d'athée. Et ça, à l'époque, c'est pas bon. Et ça fait qu'il n'occupera jamais de poste académique, en dépit de candidature à différentes universités, Glasgow et Édimbourg, qui sont les 2 grandes universités écossaises de l'époque et aujourd'hui encore. Il va quand même continuer à écrire beaucoup de philosophie, à travers différents petits postes. Il voyage beaucoup au Royaume-Uni et en France. C'est quelqu'un qui a une réputation de grande sympathie. Il a beaucoup d'amis, dont Adam Smith, dont je vous ai parlé. C'est un bon vivant. Il aime le vin, la nourriture, les jeunes femmes. C'est quelqu'un de très peu enclin à la rancœur. Il est déçu de ne pas être lu. Mais il écrit, je vous ai mis un texte, je ne vais pas vous le lire aujourd'hui, mais je vous l'ai mis un peu plus loin dans le PowerPoint. Il écrit à la veille de sa mort un texte disant, c'est vrai que je n'ai pas été beaucoup lu, ça m'a fait un peu de peine, mais
j'en ai voulu à personne. Maintenant, je vois que les gens s'intéressent plus à ce que je fais. Ça me fait quand même bien plaisir. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui est porté vers l'envie, le ressentiment. Bah, c'est le texte qui est là. Je vous le lis pas, mais ça vous donne un peu une idée de la personne. Alors, je vous en dis pas plus sur sa personnalité. Parfois, la personnalité des philosophes est importante. Parfois, comme quand on étudie Nietzsche, par exemple, dans le cas de Hume, c'est plus annexe. Euh, Par contre, ce qui est important de savoir, c'est quelles sont les grandes œuvres de Hume. Donc, son premier traité, qui est un peu la base de toute sa philosophie, c'est A Treatise of Human Nature, traité de la nature humaine, qui paraît en 1739-1740, qui n'a pas vraiment la réception que Hume espère qu'il aura. Il est peu lu, peu discuté, donc Hume dit, bon ben si c'est ça, je vais faire une version plus courte, plus facile à lire, et c'est Enquiries Concerning Human Understanding, qui reprennent les livres 1 et 2 de son traité de la nature humaine. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un. Vous souvenez d'un philosophe qui a fait un peu comme ça? Qui était déçu que son grand traité fondamental n'ait pas été lu, puis qui a écrit autre chose? Ouais, vous pensez à quoi chez Schopenhauer? Donc il a son gros livre, Le monde comme volonté et comme représentation. Oui, mais est-ce qu'il a écrit après un grand résumé du livre? Pas à ma connaissance, hein. Donc, oui, alors c'est vrai que alors, des philosophes déçus qu'on ne lise pas assez, ça c'est la règle, hein. Moi, le premier, tout le monde est convaincu d'être un génie ignoré. Enfin, pas tout le monde. Vous avez sans doute pas ces péchés d'orgueil là, mais tous ceux qui font de la philosophie une profession, ils ont cette impression-là. Mais là, le mouvement qui est intéressant, c'est l'idée. J'ai fait un premier livre, un grand livre qui détaille tout mon système. Ah, personne ne veut le lire. Je vais vous faire une version courte et édulcorée. Oui, c'est facile. Est-ce que l'existentialisme et l'humanisme c'est censé être une... Je trouve qu'il a justement fait cette conférence pour éclaircir l'être néant des semaines. Alors peut-être que vous avez raison. Je vous crois volontiers. J'ai plus en tête la connexion entre les deux textes. Mais alors peut-être ça, oui. Je suis pas sûr, mais je pense que l'équivalent des Nietzsche, c'est bien on peut mettre plus la vie tellement plus ça plus philosophique. Oui, la généalogie de la morale aussi, hein, qui présente comme un traité de vulgarisation de sa philosophie. Donc clairement, mais là, plus proche encore de Hume. J'ai plus le nom de l'auteur, moi, c'était le séminaire de l'année passée. Comme dictionnaire. Un séminaire entier, vous avez plus le nom de l'auteur. Mais oui, il y avait aussi un premier guide, c'était pas moi, c'était un évêque écossais. Oui, Oui. l'évêque écossais. Berkeley. Ah. Donc il y a trois grands empiristes, on va avoir l'occasion d'en parler, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que l'empirisme? Je fais une petite parenthèse. L'empirisme, c'est la théorie qui dit toute connaissance dérive de l'expérience. Ça s'oppose au rationalisme, qui dit il y a un certain nombre de connaissances, parfois toutes, qui peuvent venir de la raison. On va avoir l'occasion d'en parler abondamment, parce que Hume, c'est le troisième des grands empiristes. Le premier des grands empiristes, c'est Locke, qu'on a étudié en cours l'année dernière. Le second des grands empiristes, c'est Berkeley, que Mathéo a déjà oublié, après un semestre, passé à 2 livres. Et Berkeley, il fait exactement cette chose-là. Il écrit un premier livre où il expose sa théorie qu'on appelle l'immatérialisme. Il dit la matière n'existe pas. C'est la grande thèse de Berkeley. Hein, peut-être j'aurais dû vous dire ça. Oui, Hume dit si on est empiriste, on est obligé de renoncer à plein de choses, parce que l'expérience, elle est beaucoup plus pauvre que ce qu'on croit. Ce mouvement-là, il a été déjà initié par Berkeley avant lui. Berkeley dit, moi aussi je suis un empiriste, toute connaissance dérive de l'expérience, mais j'ai jamais vu la matière. Enfin, j'ai vu des couleurs, j'ai senti de la dureté, j'ai senti de la chaleur, etc. Mais la matière qui supporte tout ça, j'ai jamais vu. Donc je pense que la matière n'existe pas. C'est le même type de mouvement, d'accord? Si vous vous appuyez sur l'expérience, vous vous dites à l'arrivée, on ne peut pas croire à autant de choses que ce qu'on voudrait croire. Ça, c'est Berkeley. Berkeley, il écrit son premier traité. Il réalise qu'il n'est pas compris, ou qu'il est mal compris, ou qu'il n'est pas lu. Et là, il écrit les 3 dialogues entre Hylas et Philonous, qui est un petit livre fantastique de philosophie que vous pouvez lire. Ça se voit comme du filet. Ça semble être une thèse absurde. C'est un livre de 120 pages qui vous défend qu'il n'y a pas de matière. D'accord? Vous vous dites, quoi, bonne chance. C'est bon, allez, les philosophes, il n'y a pas de matière. Mais quand vous le lisez, puis ceux qui ont suivi le séminaire peuvent en témoigner, on finit par se dire, ouais, est-ce qu'il n'a pas raison? Ou alors vraiment, c'est pas si simple de trouver des bonnes objections à Berkeley sur pourquoi il n'y a pas de matière. Donc même mouvement chez Berkeley, on commence par un premier livre et on en donne une version simplifiée. C'est exactement ce que fait Hume juste après. Un livre concernant la morale qui est
Pareil, une reprise de son 3e livre sur le traité de la nature humaine, reprise simplifiée. Un certain nombre de discours politiques. C'était un historien, Hume, ça je le mentionne là, nous on ne va pas étudier ça, mais il a écrit une grande histoire de l'Angleterre en 6 volumes, que vous trouvez, qui a été traduite en français également. Et puis un certain nombre de dialogues posthumes concernant ce qu'on appelle la religion naturelle, dont je vous dirai 2 mots. Alors, quel est le point de départ de Hume? Ce que dit Hume d'emblée dans son traité de la nature humaine, c'est qu'il est très agacé par l'état de la philosophie, au moment où il écrit, qui à ses yeux s'enferme dans des débats stériles et sans issue. Et vous verrez que Kant commence exactement de la même façon. Les philosophes discutent, ils n'avancent pas, ça va pas, il faut qu'on change tout. Qu'est-ce qui énerve? Pourquoi est-ce que Hume considère que les philosophes se trompent tout le temps? C'est qu'ils pensent que la philosophie, elle est trop spéculative. Elle fait des hypothèses très compliquées. Et il pense qu'il ne faut pas faire d'hypothèses. D'où vient cette idée qu'il ne faut pas faire d'hypothèses? Elle vient d'un scientifique qui a une influence considérable sur les philosophes de l'époque, et pour cause. Il a complètement révolutionné la science de la nature, la science physique, mais aussi l'astronomie, à savoir Newton. Okay, vous connaissez bien peut-être cette célèbre citation de Newton, qui est vraiment un héros de Hume: si je ne fais pas d'hypothèse, moi je regarde. Okay, je veux comprendre comment fonctionne la nature, je ne vais pas faire des hypothèses sur est-ce qu'il y a de l'éther. Et de la même façon, Hume dit en philosophie, il ne faut pas faire d'hypothèses non plus. Moi, quand je lis Leibniz avec ses monades et ses trucs très étranges, tout ça, c'est des hypothèses. Commençons par regarder et consigner nos différentes observations sans ajouter des choses, des causes cachées qui ne nous apparaissent pas. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, dit Hume? Eh bien, la seule solution pour éviter de s'enferrer dans des hypothèses métaphysiques, c'est Hume qui commence avec cet usage de métaphysique qui devient un petit peu péjoratif, que Kant va reprendre. Métaphysique, c'est supposer des choses qui sont cachées, inobservables, qui sont totalement spéculatives. Eh bien, il faut commencer, dit Hume, par étudier la nature humaine. C'est de cette nature humaine que procèdent toutes les sciences. Il n'y a pas de question importante dont la solution ne soit comprise dans la science de l'homme, et aucune ne peut être résolue avec tant soit peu de certitude avant que nous connaissions cette science. Par conséquent, en prétendant expliquer les principes de la nature humaine, nous proposons en fait un système complet des sciences, bâti sur un fondement presque entièrement nouveau, le seul sur lequel elles puissent s'établir avec quelque sécurité. Donc on veut savoir ce qu'il y a dans le monde, c'est très bien, mais commençons par nous connaître nous-mêmes, dit Hume. Commençons par voir comment fonctionne notre esprit, et à partir de là, on pourra développer toutes les sciences. Et c'est là où Hume rejoint cette tradition dont je vous parlais à l'instant, de Locke et de Berkeley, à savoir l'empirisme. La grande idée de l'empirisme, c'est que toute connaissance, y compris la connaissance de l'homme, de nous-mêmes, ne peut venir que de l'expérience. De même, je passe tout ça parce que je vous l'ai déjà dit, et on aura l'occasion d'y revenir, de même que la science de l'homme est la seule fondation solide pour les autres sciences, de même la seule fondation solide que nous puissions donner à cette science elle-même doit reposer sur l'expérience et l'observation. Donc, l'image de Hume, elle est très simple. Vous avez tout un tas de sciences, physiques, biologiques, sociales, etc. Sur quoi est-ce qu'elles sont fondées? Sur la science de l'homme. Et la science de l'homme, à savoir qui on est, elle est fondée sur quoi? Sur l'expérience. Toute connaissance dérive de l'expérience. D'accord? Donc, si vous pouvez décrire concrètement l'expérience, vous allez pouvoir fonder toutes les sciences. Ça, c'est la clé de l'empirisme. D'accord? Si vous dites que vous pouvez avoir des connaissances de manière a priori, qui ne viennent pas de l'expérience, Hume fronce les sourcils et vous dites là, vous spéculez complètement. Vous me dites que comment est-ce que vous avez ces expériences-là? Montrez-moi quelque chose. Okay? Faites-moi voir les choses. S'il n'y a pas de base dans l'expérience, pour un empiriste, on a juste une spéculation et on ne peut pas trancher. D'accord? Donc, pour comprendre cette base dans l'expérience, la première partie de notre étude de Hume va commencer par sa psychologie. Comment fonctionne l'esprit humain pour Hume? Et on va commencer, comme Hume commence, par une distinction centrale dans toute la psychologie de Hume, à savoir la distinction entre ce qu'il appelle les impressions et les idées.
Hume commence par dire, dans l'esprit humain, il y a tout un tas de ce qu'il appelle des perceptions. À l'époque, on utilise le terme perception, pas comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, perception, c'est juste pour euh, typiquement voir, entendre, goûter. À l'époque, perception, c'est toute activité de l'esprit. D'accord? Il y a deux grands types de perceptions. Euh, il y a ce que Hume appelle des impressions, qui incluent les sensations, le rouge, la douleur, mais également des passions et des émotions. Euh, et ça correspond à ce qu'on appelle sentir. Et il y a par ailleurs les idées qui relèvent de la pensée, à savoir du raisonnement. Par exemple, quand vous vous souvenez d'avoir eu mal. Donc si vous sentez une douleur maintenant, ça c'est une impression. Mais si après avoir senti la douleur, vous vous souvenez avoir eu mal, ça, dit Hume, c'est une pensée. Okay. De la même façon, si vous imaginez quelque chose, dit Hume, c'est une pensée. Okay. Donc les impressions, c'est les choses que vous sentez maintenant, directement, soit par les sens, soit les émotions que vous avez. Et les idées, ce sont des choses soit dont vous vous souvenez, soit que vous imaginez. Typiquement les croyances, etc. Okay. Donc ça, c'est la distinction qui est au cœur de la psychologie de Hume. Donc les idées, ça correspond à ce que Hume appelle pensée. Okay. C'est le schéma, mais c'est à peu près clair, on va le détailler par la suite. Deux types de perception, les impressions, les idées, d'autre part. Voici ce que dit Hume. So we can divide the mind's perception into two classes on the basis of their different degrees of force and vivacity. Donc là, Hume dit, il est en train de nous dire maintenant comment on distingue les deux. On peut distinguer les perceptions de l'esprit en deux classes, donc les impressions et les idées, sur la base de leurs différents degrés de force et de vivacité. Qu'est-ce qu'il veut dire là? The less forcible and lively are commonly called thoughts or ideas. Donc, les perceptions qui ont le moins de force, qui sont le moins vivaces, c'est ce qu'on appelle des pensées ou des idées. Les autres perceptions, the others have no name in our language or in most others, presumably because we don't need a general label for them, except when we are doing philosophy. Les autres perceptions, que lui va appeler les impressions, il n'y a pas de nom dans notre langage parce qu'on a besoin de les nommer que quand on fait de la philosophie. Mais moi, je les appelle des impressions en utilisant ce mot dans un sens un peu inhabituel, qui reconnaît que c'est lui qui a introduit le terme. C'est ce qu'il appelle les impressions. By the term impression, then, I mean all or more lively perception when we hear or see or feel or love or hate or desire or will. Donc, qu'est-ce que je veux dire par qu'est-ce que c'est une impression? C'est les perceptions les plus vivaces que vous avez, celles qui sont les plus frappantes, que vous avez. Et là, il donne juste une série d'exemples. Quand vous entendez, quand vous voyez, quand vous sentez, quand vous aimez, quand vous détestez, quand vous désirez, quand vous voulez, okay, vous avez très envie d'une glace au chocolat. Ça, c'est une impression. D'accord. Vous vous souvenez avoir eu très envie d'une glace au chocolat. Ça, c'est une idée ou une pensée. Donc, les impressions, these are to be distinguished from ideas, which are the fainter perception of which we are conscious when we reflect on our impressions. Donc, les idées, elles ont un degré de vivacité qui est beaucoup plus faible que les impressions. Ok, ça c'est la première distinction que trace Hume, j'arrive tout de suite, entre deux types de perceptions, celles qui nous frappent par leur vivacité et puis celles qui sont un peu plus évanescentes, qui sont moins frappantes. Et prenez juste comme exemple, comme le fait Hume, la distinction entre sentir une douleur et vous souvenir d'une douleur. D'accord ? Au moment où vous avez la douleur, ça fait mal et vous voyez bien ce que c'est la douleur. Quand vous vous souvenez d'une douleur, c'est à peu près similaire à ce que vous aviez quand vous aviez vraiment la douleur, mais vous voyez bien que ça ne vous fait pas aussi mal. On préfère se souvenir d'une douleur que de l'avoir. D'accord ? Donc le souvenir d'une douleur, ça c'est une pensée et c'est moins vivace dans notre esprit. Ça c'est le cœur de la distinction de Hume. Mathieu. Une question par rapport à ça. Est-ce que cette distinction sur le degré, la capacité est uniquement intuitive ou est-ce qu'il va en donner une définition? Et le deuxième élément, c'est comment traiter des cas où le souvenir peut être encore plus vivace que la chose en elle-même. Par exemple, une personne qui aurait eu peur, mais sur le moment, avec la société et différents éléments, la peur est gérée et ça ressort par après de façon encore plus vivante. Alors, les deux réponses vont être décevantes, c'est que
il n'y a pas d'autre chose que des intuitions. Pour Hume, il commence. C'est le premier à faire, si vous voulez, une description de la manière dont les choses nous apparaissent. Ce qu'on appelle aujourd'hui un peu pompeusement une phénoménologie. D'accord. Il lui dit, ben, il y a plein de choses dans mon esprit, et cette distinction-là, elle me semble assez nette. D'accord. Moi, je pense que tout vient de l'expérience, donc il faut décrire l'expérience pour savoir comment on peut connaître. Donc ça me semble être une distinction claire dans notre expérience, ce qu'on sent, ce qu'on pense. Ok. Il donne des exemples, mais il ne va pas argumenter plus avant. Deuxième chose, vous allez vers des questions de... Donc votre deuxième question, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas des souvenirs qui sont plus vivaces que l'expérience originelle. Peut-être que c'est le cas, mais ce type de situation psychologique complexe, Hume n'est pas très bien armé pour décrire ça. Donc dans l'histoire de la philosophie, après Hume, on l'a étudié pour ceux qui ont suivi le cours sur Brentano ou Searle Meinong, vous avez un certain nombre de psychologues qui ont dit avec Hume, c'est bien de décrire l'expérience, mais c'est pas bien de le faire comme Hume, parce que Hume il décrit l'expérience d'une manière très pauvre. C'est beaucoup plus riche que ça, l'expérience. À plein d'égards, il n'y a pas juste de l'association. On verra que pour Hume, il y a que des associations. Il y a des relations plus étroites, il y a de représentation, d'intentionnalité, de dépendance, etc. Donc beaucoup vont souscrire au projet humien de décrire l'expérience, mais dire à Hume, c'est trop simple. Il y a plein de cas compliqués, comme celui que vous mentionnez, Mathéo, dans votre question. D'accord ? Mais dites-vous, on ne peut pas vraiment le blâmer, c'est lui qui commence cette histoire-là. Alors c'est vrai qu'un reproche, en tout cas c'est un reproche que beaucoup ont fait à Hume et que je partage pour ma part, c'est de dire, c'est très bien de défendre l'expérience, mais d'avoir une vision trop pauvre de l'expérience, c'est peut-être ça qui te conduit au scepticisme. D'accord ? Si tu avais une vision un peu plus riche de l'expérience, de ce dont on peut faire l'expérience, peut-être que tes conclusions sceptiques auraient été plus difficiles à atteindre. Bien. Alors ça, c'est la première distinction qu'on trouve chez Hume. Et maintenant, j'ai une question philosophique profonde à vous poser. Est-ce que vous préférez... Donc, la règle, c'est 1h30 de cours. Soit on finit à 11h45, soit on fait une pause de 11h à 11h15 et on finit à midi. Qui préfère avoir une pause au milieu du cours, à savoir maintenant? Qui préfère finir à 11h45? Je crains que vous n'ayez perdu, j'ai pas compté, mais la masse du... Alors, on fait une pause maintenant, et puis on finit à midi, et peut-être on adaptera certaines séances. Donc, on reprend dans un quart d'heure, et si vous avez des raisons fortes de vouloir finir à 11h45, vous m'en faites part si jamais vous avez un chevauchement quelconque ou des contraintes importantes. On se retrouve à 11h15. Non, c'est mieux. Bien, on y retourne. Vous y êtes? Alors, on a vu une première distinction importante entre deux types. On y est? Entre deux types de perception chez Hume. Les impressions et les idées. Il y a une autre distinction qui va être très importante, qui est une distinction orthogonale, qui se croise avec la première distinction. C'est entre les perceptions simples et les perceptions complexes. Et vous allez voir, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que les idées ou les impressions simples, dit Hume? C'est des idées au sein desquelles vous ne pouvez faire aucune distinction. Vous ne pouvez trouver aucune partie. Est-ce que vous arrivez à penser à des exemples d'impressions simples? La couleur, typiquement. Le rouge, il y a une partie du rouge qui est là, du rouge qui est là, mais il ne peut pas vraiment trouver des parties du rouge. Vous ne pouvez pas séparer des choses dans le rouge, en tout cas d'après lui. Donc le rouge, c'est une impression simple. Le son d'un do dièse, d'un violon, de ma voix maintenant, juste un son, pas une séquence de sons, mais juste un son, ça c'est une impression simple, Guillaume. Vous ne pouvez pas faire de séparation dans ces impressions-là. Et puis vous avez des impressions qui sont complexes. Est-ce que vous arrivez à penser à quelque chose? Oui. Moi, j'ai juste une question
impression et perception, c'est la même chose. Non, vous avez les perceptions qui viennent en deux types, qui sont d'un côté les impressions, de l'autre côté les idées. D'accord? Et la différence, c'est que les impressions, elles sont vivaces, tandis que les idées, elles sont moins vivaces. Ok? Donc la catégorie générique, c'est les perceptions, et vous en avez deux types, impressions et idées. Hein? Et du coup, perception simple versus perception complexe. Ouais. La distinction, elle s'applique à la fois aux impressions et aux idées. Vous avez des impressions simples et vous avez des idées simples, et vous avez des impressions complexes et vous avez des idées complexes. Ça marche? Alors, une idée ou une impression complexe maintenant. Vous avez des exemples? Oui. Bon, vous avez déjà donné un peu la réponse, mais c'est les sons qu'on peut séquencer. Par exemple, quand on entend une phrase. Exactement. Ou une mélodie. La la la. Très jolie mélodie. Vous voyez qu'il y avait trois notes dans cette mélodie. Ok. Donc ça, c'est une impression complexe. Donc les impressions complexes, c'est des impressions dans lesquelles vous pouvez distinguer des parties. Ok. Donc si vous... Alors, la mélodie, on vient de voir. Mais pour Hume, ça, cette jolie chaise, au moins aussi jolie que la mélodie que je viens de vous faire, c'est une impression complexe. Vous voyez une chaise, mais vous pouvez distinguer plein de parties dans cette chaise. Vous pouvez distinguer des parties comme le dossier, l'assise, le pied, etc., les accoudoirs, mais vous pouvez aussi distinguer la couleur de la chaise, de la texture de la chaise, etc. Okay. Une fois que vous êtes arrivé à la couleur, à la texture, pour Hume, là, vous avez une impression simple. Alors, comme je vous le disais en réponse à l'instant, cette idée-là, cette distinction-là, pardon, elle croise la distinction entre les impressions et les idées. Donc, si vous avez une impression de rouge, vous voyez du rouge, ça, c'est une impression simple. Si vous avez une idée de rouge, vous vous souvenez du rouge que vous avez vu. Faites-le pour de vrai. Là, vous avez du bleu. Okay, vous voyez du bleu, ça vous fait une impression simple de bleu. Fermez les yeux maintenant. Tous fermez les yeux. Souvenez-vous du bleu que vous venez de voir. Voilà. Ça, vous avez une idée simple de bleu. D'accord? Vous voyez que l'idée, elle est quand même, pour vous fermer les yeux, on la voit quand même un peu moins. Quand même. C'est ça que Hume veut dire. Une idée, c'est plus fugace, c'est moins vivace que l'impression. Okay, donc ça, c'est une idée simple de bleu que vous venez d'avoir. Et vous pouvez faire la même chose avec la chaise. Vous regardez toute la chaise, ça vous donne une impression complexe de chaise. Et puis si vous fermez les yeux, ça vous donne une idée complexe de chaise. D'accord? Donc vous avez ces quatre catégories ici. Alors, la première chose que va faire Hume maintenant, c'est se demander quelle est la relation entre les impressions et les idées. Comment ces deux choses-là sont connectées. Et puis après, il va donner un certain nombre de thèses sur comment les idées sont connectées entre elles. Mais on commence par la relation entre les impressions et les idées. Pour l'instant, on sait leur différence. On sait que les idées, elles sont moins vivaces que les impressions, mais qu'elles ont moins de force. Mais quelle est leur relation, positivement, cette fois? Eh bien, Hume dit deux choses centrales au sujet de cette relation. La première chose, c'est que les idées ressemblent aux impressions. Okay, donc quand je vous ai dit fermez les yeux, pensez au bleu, le bleu auquel vous pensiez, il ressemblait au bleu que vous veniez de voir. Il ne ressemble pas exactement parce qu'il est moins vivace, d'accord? Il est un peu plus évanescent, mais il ressemble. La ressemblance, c'est une notion fondamentale chez Hume. D'accord? Vous avez des ressemblances entre idées et entre les impressions et les idées. Et puis la deuxième chose, c'est que votre idée de bleu que vous aviez quand vous avez fermé les yeux, eh bien ça, c'est une idée qui était dérivée, qui était causée par l'impression de bleu que vous avez eue. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez d'abord regardé le bleu, je vous ai dit fermez les yeux, et bien l'image de bleu que vous aviez en tête quand vous fermiez les yeux, c'était une image qui était héritée du bleu que vous aviez vu. Autrement dit, pour Hume, les idées sont, j'anticipe un peu, les idées sont des copies des impressions. Okay? Les idées, quand vous fermez les yeux, ce que vous avez vu, c'est une copie de l'impression que vous avez eue en expérimentant directement la chaise. Donc vous voyez d'emblée, si j'arrive tout de suite, Jean, vous voyez d'emblée ici, ce que je vous ai dit, Hume c'est un empiriste, il pense que tout dérive de l'expérience. La chose fondamentale, c'est quand vous voyez, d'accord? Après, quand on ferme les yeux, quand on fait de la philosophie, on peut parler des couleurs, même si on ne voit pas vraiment de couleurs, on peut parler des mélodies, même si on n'est pas en train de mélodies, sur la base des idées, qui sont des copies des impressions qu'on a eues. Okay? Mais la source de tout ça, la source de notre connaissance, c'est l'expérience de première main, si vous voulez. Voir les couleurs. Pareil pour les émotions, ressentir les émotions, etc.
Genre, Mais du coup, cette chose-là, que ça soit dérivé, ça peut aussi être en deux temps. Enfin, je sais pas, j'imagine, si on a l'idée d'une chose qui n'existe pas, typiquement, pas un centaure, par exemple, ouais. euh, l'idée dérive d'une impression, mais après, il y a la pression d'un homme et la pression d'un cheval qu'on a mis ensemble qui fait que ça. C'est très bien. Ça, c'est ce que va dire Hume, c'est avec les impressions complexes. J'y viens dans un instant. Hein. J'y reviens et vous, si jamais je réponds pas, vous revenez à la charge. Alors, la ressemblance. Bah, je reviens juste, hein, j'ai divisé en deux diapos. Ensuite, quand je ferme les yeux et que je pense à ma chambre, les idées que je forme sont des représentations exactes des impressions que j'ai. Vous pouvez penser à votre chambre maintenant. C'est bien, je vois qu'il y en a qui le font, qui ferment vraiment les yeux. Vous pensez à votre chambre, vous vous en souvenez bien en général. Hein. Évidemment que c'est pas la même chose que quand vous voyez votre chambre, mais vous vous souvenez plutôt bien de où est votre lit, s'il reste un livre sur votre lit, s'il y a toute une pile de livres de philosophie près de votre lit, comme je vous le conseille, s'il n'y a pas de chargeur de téléphone près de votre lit, comme je vous le conseille aussi, laissez votre téléphone loin de votre lit en tout cas et de votre vie aussi. Euh, Alors, Hume dit la chose suivante, c'est une citation, la loi selon laquelle les idées ressemblent à des impressions vaut sans... Ah oui, pardon. J'aurais pas dû vous dire ça, c'était pas ça que je voulais dire. Bon, j'ai un peu anticipé dans mon PowerPoint que j'ai remodelé. Donc, oubliez ça. Je passe à la suite. Faites comme si vous ne l'aviez pas lu ou que vous l'avez peut-être pas lu. Je vais y revenir un peu plus tard. La deuxième chose, c'est qu'il y a une priorité des impressions sur les idées qui en sont les copies. All our simple ideas in their first appearance are derived from simple impressions which are correspondent to them and which they exactly represent. Okay. À chaque fois que vous avez une idée, elle dérive de l'expérience. Okay. Et un des arguments que donne des impressions, donc un des arguments que donne Hume pour ça, c'est de dire on a d'abord l'impression et ensuite l'idée. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ça commence par l'impression et ensuite, c'est l'idée. The constant conjunction of our resembling perceptions is a convincing proof that the one are the causes of the other, and this priority of the impression is an equal proof that our impressions are the causes of our idea, not ideas of our impression. Donc comment on sait que c'est les impressions qui causent les idées? C'est que si avant d'avoir vu du bleu, vous avez fermé les yeux et vous avez essayé de former une idée de bleu, ça ne marche pas. Il faut d'abord voir du bleu pour ensuite vous former l'idée de bleu. C'est vraiment très simple. Ça semble compliqué, mais c'est très simple. Il faut d'abord avoir les impressions pour ensuite pouvoir, par exemple, vous les remémorer. Est-ce que pour des trucs plus abstraits, je ne sais pas, mathématiques, tout ça, est-ce qu'on peut avoir une idée sans avoir une question? C'est toujours l'impression. Et ça va être une grosse question pour les empiristes, hein, en général. Déjà, avant Hume, Berkeley, c'est de savoir comment on fait pour les mathématiques. Parce que, a priori, vous n'avez pas Dieu pour voir les nombres. Vous arrivez à voir le nombre 2, pas la représentation du nombre 2, hein, le nombre 2. C'est difficile de le voir, quoi. On peut parler pourtant du nombre 2, on peut le représenter en écrivant le sigle habituel. Mais comment est-ce qu'on fait pour comprendre la connaissance mathématique si on est empiriste? Okay. C'est un peu la même chose que la connaissance de Dieu, si Dieu existe. C'est un peu la même chose que la connaissance d'un certain nombre de choses abstraites. Si je vous parle des notions logiques, par exemple, la conjonction « et ». Okay. Olivier et Géraldine. C'est quoi la conjonction? Vous avez déjà vu une conjonction? Il en parle, Hume, de conjonction constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Et. C'est encore pire. Ou. Fromage ou dessert. Vous avez vu le ou quelque part? Enfin, vous voyez bien tous les défis qui se posent pour un empiriste qui veut tout dériver de l'expérience. Il y a des réponses à ça dans lesquelles on n'entre pas là. Peut-être j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais l'idée d'Hume, pour répondre clairement, c'est oui, on peut comprendre tout ça simplement sur la base de notre expérience. Ça, c'est le programme empiriste. Pardon, l'apparition est un peu chaotique, mais le schéma auquel on arrive, c'est le suivant. Vous avez des perceptions qui se divisent en deux grandes catégories, les impressions et les idées. Après, chacune peut être soit complexe, soit simple. Donc, les impressions et les idées se ressemblent, et les idées sont des copies et sont causées par les impressions. D'accord? Le principe de copie. All our ideas or more feeble perceptions are copies of our impressions or more lively ones. Toutes nos idées sont des copies de nos impressions qui sont particulièrement vivaces. Okay? Et Hume répète ce principe comme un principe qui est sans exception. Alors on a une première objection à ce principe.
Bon, alors là, c'est une image, vous allez me dire c'est une impression, mais en fait, vous n'avez jamais vu de licorne. On peut voir des images de licorne, mais les licornes, on ne peut pas les voir. Mais on peut avoir l'idée de licorne. Ok. Euh, et pourtant, on n'a jamais eu d'impression de licorne. Comment est-ce qu'on fait pour rendre compte de ça? Ça a l'air d'être une objection au principe de copie. D'accord? On peut avoir l'idée d'une licorne alors qu'on n'a jamais vu de licorne. On peut avoir l'idée d'un centaure alors qu'on n'a jamais vu de centaure. Du coup, là, j'ai l'expression d'une licorne. Oui, L'expression d'une image, ça considère comme une expression. Alors, c'est un peu compliqué les images pour Hume parce que lui pense qu'il y a une association dans l'image. On associe ce qu'on voit ici, qui est quelque chose de plat, à une autre idée d'un cheval d'une part et d'une corne de l'autre. Alors, oublions la question des images ici, hein, pour essayer juste de comprendre Hume, parce que là, la question des images chez Hume, et en général, qu'est-ce que c'est que voir une image ou voir dans une image? C'est un chapitre très intéressant de la philosophie de la perception et de la psychologie. Mais on a l'idée de licorne. Hein, l'objection, c'est ça. On a l'idée d'une licorne, et pourtant, on n'a jamais vu de licorne. On n'a jamais eu l'impression d'une licorne. Alors, quelle va être la réponse de Hume à cette objection? Hein, il nous dit toute idée vient d'une impression. Or là, on a une idée de licorne, mais on n'a pas d'impression de licorne. Comment est-ce que vous pensez que Hume peut répondre à ça? Comment? Pour moi, ce serait simplement une association d'impressions. Par exemple, on associe des formes avec des choses qu'on a vues. Et du coup, on en fait quelque chose de nouveau. C'est composé d'impressions. C'est comme, je dirais, même pour les rêves, par exemple. Il y a des situations qu'on n'a jamais vécues, on n'a jamais peut-être eu l'expérience, pourtant on en rêve bien. Donc, selon moi, c'est une association d'impressions. Donc vous allez dans la bonne direction, mais quelle est exactement du coup la réponse? Donc il a ce principe de copie qui dit toute idée provient d'une impression. Comment est-ce qu'on fait avec ce principe maintenant? Est-ce qu'on dit non? C'est ce qu'on le qualifie? Ouais. Bon, en France, on composait des expressions. Moi, j'ai déjà vu le cheval, moi, j'ai déjà vu une licorne, donc je peux avoir une idée d'une licorne qui sont composées de... Exactement. Donc là, on est d'accord là-dessus maintenant. Hein. C'est ce que disait Jean, c'est ce que vous dites Thomas, ce que vous dites Giacomo, c'est très bien. C'est quand on a une idée de licorne, on a juste réagencé l'idée d'un cheval, l'idée d'une corne, on les a mises ensemble. Okay. Maintenant, je reviens, il a mis ce principe en disant il y a un principe sans exception, qui est toute impression, toute idée, pardon, est la copie d'une impression. Comment est-ce qu'on fait pour sauver ce principe? Parce que on voit... Jean, pardon? Bon, peut-être, je ne sais pas si vous demandez ça, mais c'est une idée complexe du coup ou bien? Là, c'est une idée complexe. Ouais, voilà. Hein, vous approchez? Ouais. C'est une loi qui marche que pour les idées simples. Exactement. C'est une loi qui marche que pour les idées simples. Okay. Donc, la loi selon laquelle toute idée est la copie d'une impression, ça marche que pour les idées simples. Okay. Les idées qui n'ont pas de partie. La licorne, c'est une idée complexe. Vous voyez bien, vous avez un bout de cheval, vous avez un bout de corne de narval, vous les mettez ensemble. Ça, c'est nouveau. Vous avez une idée nouvelle, vous n'avez jamais vu de licorne, mais vous avez une idée de licorne. Très bien. Et donc, le principe de copie, ça vaut que pour les idées simples, pour les raisons que vous avez bien vues maintenant. J'ose affirmer que la règle ici n'admet pas d'exception et que toute idée simple a une impression qui lui ressemble, comme toute impression simple a une idée qui lui correspond. Par exemple, l'idée de rouge que nous formons dans l'obscurité et l'impression qui frappe nos yeux à la lumière du soleil ne diffèrent qu'en degrés et non en nature, hein, en degrés de vivacité, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, toute idée simple est copie d'une impression simple. Ça veut dire que la source de toute connaissance ultime pour l'empiriste, c'est des impressions simples qu'on a. Impression de couleur, d'un son, d'une saveur, d'une odeur, etc. Et à partir de là, on arrive à générer tout le reste. Toutes nos autres idées. Alors, ça c'était la première objection au principe, on voit là au principe de copie. Est-ce que vous arrivez maintenant à penser à une seconde objection à ce principe de copie? Est-ce que vous pouvez penser, donc maintenant on l'a requalifié ce principe, c'est pas toute idée correspond et la copie d'une impression, c'est toute idée simple et la copie d'une impression simple. Est-ce que vous arrivez à penser à une objection à ce principe-là? Est-ce que vous pouvez former une idée simple de quelque chose que vous n'avez jamais vu ou dont vous n'avez jamais fait l'expérience? Oui. On en avait parlé avant, il y a des concepts. C'est un concept pour mathématiques. Alors, Hume va nier que vous ayez une idée simple de ces concepts-là. Là, il va dire que c'est des idées qui sont très complexes, qui sont formées par association complexe de différentes couleurs, expériences, etc. Lucas? Si on me demande d'imaginer Mathéo qui fait un do, par exemple, la note, ouais. Je vais imaginer une idée simple, mais alors que je n'ai jamais entendu Mathéo faire un do, quoi. Mais je peux l'imaginer assez facilement avec son timbre de voix dans ma tête. Donc, oui, ça s'approche de la chose. Mais vous avez déjà entendu un do. Vous avez déjà entendu Mathéo. Peut-être que le do
chanté par Matteo, c'est une combinaison du timbre de voix de Matteo, c'est une idée complexe avec le Do que vous avez entendu. Alors, mais cela dit, ça va dans la bonne direction. Est-ce que vous avez d'autres, Matteo? Pardon. Imaginez un monde où tout est rouge et jaune, Ouais. et d'un coup j'imagine du orange. Jamais vu d'orange. Et j'ai Ouais. l'impression simple. Ouais, ça va être l'idée de Hume. Vous avez une autre idée? Comment? De l'herbe bleue, par exemple. Alors, de l'herbe bleue, ça marche pas parce que l'herbe bleue, ça va être une idée complexe, d'accord? On va dire l'herbe, ça a la forme de ces petits trucs-là. Bleu, vous lui causez. Donc, c'est un peu comme la licorne, l'herbe bleue, vous voyez? Il faut qu'on trouve une idée simple. Si on veut une objection maintenant à notre nouveau principe, hein, qui est restreint aux idées simples, il faut qu'on trouve une idée simple pour laquelle on n'a pas d'impression. Et là, Hume soulève un problème, c'est ce qu'a dit Matteo ici, qui est resté célèbre, c'est l'objection de la nuance de bleu manquante. Supposez que vous ayez vu toutes les nuances de bleu, sauf une. Ok? Vous ne l'avez pas vue parce qu'elle n'existe pas encore. Aucun peintre l'a faite. Il y en a une, c'est celle de point d'interrogation ici. Est-ce que vous ne pouvez pas former l'idée du bleu qu'il y a ici entre ces couleurs, entre ces nuances de bleu-là, hein? Ça, c'est clairement, ce sont clairement des idées simples, hein, c'est en partie, pour Hume. La nuance de bleu manquante ici, on arrive à en former une idée. C'est pas très compliqué, elle est un peu plus foncée que celle-là, un peu plus claire que celle-là, elle est entre, quoi. Alors, c'est pas une idée aussi vivace qu'une impression, évidemment, c'est une idée, mais pourtant, on l'a pas vue. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors ça, c'est une objection que Hume se soulève à lui-même dans son traité de la nature humaine, puis dans son résumé, l'enquête sur l'entendement humain. Et quelle est sa réponse? Eh bien, sa réponse, elle est un peu décevante et elle a beaucoup étonné les commentateurs. C'est de concéder que c'est une exception à son principe. Ouais, dans un cas comme ça, ben, j'ai un principe sans exception, sauf celle-là, quoi. Dans un cas comme ça, on peut se faire une idée. Mais c'est décevant, mais ça montre aussi l'honnêteté intellectuelle de Hume. C'est-à-dire que vous voulez avoir une thèse générale, puis vous vous rendez compte que parfois, ben, ça bute sur un certain nombre de contre-exemples. Et là, concrètement, on ne sait pas trop ce qu'il veut en faire. Il soulève ce problème. À 2 reprises, il la maintient, hein, même quand il résume ses idées. Il dit c'est la seule exception à laquelle je peux penser au principe de la priorité, autrement dit au principe de copie des impressions sur les idées, okay, qui est restreint, vous vous souvenez, aux idées simples. Dans ce cas-là, au moins, il n'y a pas on peut avoir une idée simple qui ne correspond à aucune impression simple. Vous voyez que le cas est un peu particulier parce que Hume maintient par ailleurs que si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas vous faire d'idée du tout des couleurs. Okay. Ici, vous pouvez vous faire l'idée d'une nuance de couleur parce que vous avez accès aux autres couleurs et que vous avez un peu cette idée plus foncée, plus claire, entre dans un espace de couleurs. Mais si vous êtes aveugle, si vous n'avez jamais vu de couleur, alors vous pouvez employer le mot couleur. Et peut-être vous pouvez l'employer de manière à propos parce que vous avez appris à l'associer au bon contexte, etc. Vous pouvez employer rouge, etc. Vous pouvez associer, par exemple, si vous savez que les couleurs foncées retiennent la chaleur, vous mettez votre main sur une voiture, il faut dire, ah, elle doit être foncée parce qu'elle est vraiment très chaude. Donc ça, vous voyez, vous pouvez appliquer les termes de couleur de manière appropriée sans pour autant avoir l'idée de couleur. Hume dit, un aveugle n'a aucune idée de couleur. C'est précisément ça, être aveugle, d'après lui. Là, ce n'est pas un cas comme ça. Hein. C'est un cas où vous voyez d'autres couleurs, mais vous pouvez former l'idée de quelque chose qui ressemble aux couleurs que vous voyez. Donc pour Hume, c'est une concession. Il y a une exception à mon principe, c'est celle-ci. Oui. Alors pas forcément, parce que pour Hume, il y a une question importante en épistémologie, c'est les croyances qu'on appelle testimoniales, du témoignage. Donc si vous êtes entouré de personnes qui vous disent bah, écoute, toi, tu n'as pas accès à ça, mais on te jure, hein, c'est plein de trucs que nous, on appelle des couleurs, ça change tout. Typiquement, vous croyez les gens sur leur témoignage, c'est très difficile de pas vous dire à ce moment-là, je manque d'un accès à quelque chose. Hein. Et ça, c'est toujours une question importante sur les... Donc, ce cas-là, le cas de l'aveugle, c'est quelque chose qui est généralisé, je fais une petite parenthèse ici, dans beaucoup de domaines épistémologiques. Parce que vous parliez... Les couleurs, c'est à peu près... On est tous d'accord qu'en un sens ou un autre, il y a des couleurs. D'accord, qu'elles soient dans l'esprit, dans le monde, ça c'est une autre question, mais qu'il y a des couleurs, c'est difficile de dire non, les couleurs, ça n'existe pas du tout. Par contre, il y a un certain nombre d'entités sur lesquelles on a plus de doutes. Est-ce qu'il y a des nombres? Est-ce qu'il y a des valeurs? Est-ce qu'il y a Dieu? Okay, ces choses-là, c'est plus compliqué. Et il y a un certain nombre de réponses à ceux qui disent, à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, pas de valeur, pas de nombre, c'est de dire, ah mais moi je peux les voir.
Je peux sentir les valeurs. Je peux voir la beauté du tableau. Certains disent, Plantinga, que je vous disais tout à l'heure, je fais l'expérience de Dieu. Certains disent, moi, les nombres, je peux les voir j'ai une intuition mathématique. Et là, vous voyez que c'est le même type de... Donc, ce que nous disent ces gens-là. Donc, supposez que vous soyez athée, que vous ne croyez pas aux valeurs, vous ne croyez pas aux nombres. Ce que vous disent vos adversaires, ils disent, mais en fait, faites-moi confiance, vous êtes comme un aveugle, c'est juste que vous ne voyez pas. Mais moi, je peux voir, faites-moi confiance. Et là, la question, c'est en quoi la situation est symétrique avec la question de l'aveugle. L'aveugle, ils sont une toute petite minorité à ne pas voir. Tout le monde leur dit autour d'eux, il y a des couleurs. Donc, en général, ils se rendent à l'idée qu'il y a des couleurs. Maintenant, est-ce que c'est juste une question de minorité-majorité? Si vous avez deux personnes qui vous disent « moi je peux voir Dieu », est-ce que forcément vous allez les croire en disant « c'est nous qui… peut-être il nous manque le sens de Dieu, on est peut-être aveugle à Dieu » ou est-ce que vous allez dire « non, en fait, c'est vous qui vous trompez, vous n'avez pas d'expérience de Dieu, vous avez un autre type d'expérience que vous prenez à tort pour l'expérience de Dieu ». On fait l'hypothèse que les personnes qui disent ça sont sincères. Pardon, j'élargis un peu la question ici pour vous faire sentir le point important de savoir à quel point la perception et forcément peut être une base pour nos croyances, d'accord? Et en général, on admet souvent qu'il faut qu'au moins qu'elle soit suffisamment partagée pour pouvoir être une base sur nos croyances. Si vous êtes le seul à voir un truc, si vous êtes le seul à voir les mauvais esprits dans cette salle, vous dites « ah, c'est vous qui êtes aveugle aux mauvais esprits », en général, on va dire « non, peut-être que c'est vous qui les imaginez et qui confondez votre imagination avec la perception » ou des choses comme ça. Pardon, je dérive. J'espère avoir répondu à votre question initiale. Il y avait d'autres questions? C'est bon. Oui, c'est pour avoir une idée, on doit forcément avoir une représentation visuelle. Alors, la réponse est officiellement non. Les idées, c'est pas, elles dérivent des impressions, mais il n'y a pas que des impressions visuelles. Il y a des impressions tactiles, il y a des impressions affectives. Hein. L'idée d'amour, l'idée d'admiration, c'est des choses qui dérivent de vos sentiments affectifs. Donc, officiellement non. Mais pourquoi je rajoute officiellement non? Parce qu'un des reproches qu'on peut faire à Jung, c'est qu'il s'est beaucoup appuyé sur l'expérience visuelle, hein, tout en disant je m'appuie sur toute l'expérience, il donne clairement, et c'est pas le seul, une priorité à l'expérience visuelle, et que ça va être une des raisons pour laquelle il va dire la causalité, moi j'ai jamais vu. Je vois la boule de billard 1 qui bouge, la boule de billard 2 qui bouge, mais je vois pas la causalité entre les deux. Et ce que d'aucuns lui répondent, c'est de dire, mais mets ton doigt entre les deux boules, puis tu vas la sentir, la causalité. Là, tu vas voir ce que c'est que la causalité. Enfin, et là, donc ça a souvent été un reproche fait à Jung de dire, en fait, sous prétexte de pas toute expérience, tu te focalises en réalité beaucoup sur l'expérience visuelle et au détriment d'autres expériences comme l'expérience tactile. Hein. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il en parle, mais il n'en donne pas une description très détaillée. Bien. Alors, on se concentre maintenant, donc on a les perceptions, on a les impressions et on a, il nous reste 20 minutes, on a les idées. Les impressions, c'est ce qu'il y a de plus vivace. Et puis, je disais à l'instant, en réponse à Cyril, il y a des impressions qui sont affectives. Alors, il y a deux types d'impressions pour Jung. Il y a les sensations. Typiquement, c'est les sensations qui viennent de ce que nous, on appelle la perception externe. Entendre, goûter, toucher, voir. Perception du froid, des sons, mais aussi la douleur, le plaisir, la faim, la soif. Okay. Et puis, il y a un autre type d'impression, dit Jung, qui sont des impressions de la réflexion, à savoir des impressions qui dérivent des idées. Alors ça, c'est bizarre, parce que jusqu'à maintenant, on avait eu que toute idée dérive des impressions. Maintenant, il dit, mais il y a aussi l'inverse, il y a aussi des impressions qui dérivent des idées. Okay. Par exemple, vous avez beaucoup de plaisir à regarder, beaucoup de plaisir esthétique à regarder le lac sous le soleil. Okay. Et puis vous rentrez c'est pas, dans une cave très glauque. Et puis là, tout d'un coup, vous vous dites, je regrette le moment où je pouvais voir le lac. Enfin, expérience neuchâteloise encore plus courante, peut-être si vous habitez Neuchâtel, c'est l'hiver, il y a ce fichu brouillard qui fait que c'est tout gris, vous montez à Chaumont, vous voyez les Alpes, vous voyez le Mont Blanc, vous voyez les Trois Bernoises, vous vous dites c'est magnifique, puis vous redescendez sous la grisaille, vous dites ah, j'étais bien là-haut, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est le j'étais bien là-haut? Okay, j'avais une belle vue là-haut, maintenant je ne vois plus. L'idée de Jung, c'est que ce que vous avez maintenant que vous êtes en bas, vous avez un sentiment de regret. Vous aimeriez voir encore les Alpes. D'accord ? Ce sentiment de regret, il dérive de quoi? Il dérive de l'impression de plaisir que vous aviez quand vous étiez en haut de Chaumont. D'accord ? Vous voyez tout ça. Donc, la fin d'un plaisir
ça génère chez vous l'envie que ce plaisir continue ou revienne. D'accord? Mais vous voyez bien, quand vous n'avez plus le plaisir en question, ça, c'est pas une impression, vous vous souvenez du plaisir. Si vous vous souvenez du plaisir, vous êtes du côté des idées. La mémoire, c'est toujours les idées. Hein. Vous vous souvenez d'un plaisir que vous avez eu et vous vous dites, je l'ai plus. Hein. Typiquement, c'est comme ça qu'on analyse souvent le regret. Vous vous souvenez de quelque chose de positif et vous vous dites, c'est plus le cas. Okay. Regret, nostalgie, enfin, il y a plusieurs. C'est une analyse très rudimentaire du regret. Il y a des choses plus compliquées et intéressantes à dire, mais en gros, c'est ça. Donc, ce sentiment de regret que vous avez, ah, je vois plus les Alpes, je suis sur la grisaille. Vous voyez bien que c'est une impression, vous la sentez, mais c'est une impression qui est dérivée d'une idée. Et l'idée, c'est quoi? C'est le souvenir de ce que vous voyez quand vous étiez en haut à Chaumont. Ça va? Hein? Donc, vous avez un certain nombre d'impressions, de choses que vous sentez, qui dérivent des choses que vous pensez. Ici, des choses dont vous vous remémorez. Mon ordre d'apparition est complètement foiré, mais... voilà. Donc, le schéma qu'on a, c'est le suivant. Ici, c'est un peu compliqué avec les flèches, mais j'espère que quelqu'un va voir. Donc, les flèches bleues, c'est juste des flèches qui disent l'ordre de subsomption. Autrement dit, les impressions sont des types de perception, les idées sont des types de perception. Donc, deux types de perception, les impressions et les idées. Deux types d'impressions maintenant, les sensations, les impressions de la sensation et les impressions de la réflexion. Alors, les impressions de la sensation, les idées en sont des copies. Okay. Donc, tout commence par là, par les impressions de la sensation. Elles sont copiées en des idées. Donc, le plaisir que vous avez quand vous êtes à Chaumont, il est là. Vous en formez une idée. Hein. Vous pensez au plaisir que vous aviez quand vous étiez au-dessus du brouillard. Puis cette idée-là, elle va vous causer une nouvelle impression. Qu'est-ce que Hume appelle une impression de la réflexion? Dire, ah, maintenant je suis en bas, c'est tout gris, et là vous sentez du regret. Donc, vous avez un certain type de sensations, d'impressions, pas de sensations, qui sont dérivées des idées. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'étais un peu injuste quand je vous ai dit Hume a une phénoménologie un peu simpliste. Autrement dit, il décrit l'expérience de manière simpliste. Vous voyez que son aspiration, c'est quand même de décrire l'expérience de manière fine, hein, de dire, c'est pas juste d'avoir une grosse catégorie, il y a des couleurs qui rentrent dans des cases. Là, non, il y a un type d'impression qu'on a de choses qu'on vit qui sont dérivées des idées, typiquement le regret que quelque chose de bien est cessé. Comment ça, plus de batterie? J'ai pas d'électricité là-dedans? Excusez-moi, il faut juste que je trouve du courant, sinon je vais t'embêter pour finir. Ah. J'espère que là c'est bon. Oui. J'en profite pour filer. Alors, il y a deux types d'idées maintenant. Hein. On a vu deux types d'impressions. Hein. Il y a les impressions, j'arrive Lucas, il y a les impressions de la sensation et les impressions de la réflexion, qui dérivent des idées. Maintenant, on va voir deux types d'idées, puis après, je vous rassure, on aura fini notre panorama des différentes perceptions chez Hume. Lucas. Oui. Est-ce qu'il admet, j'ai l'impression de voir quand même une sorte de transitivité par rapport aux réflexions qui sont. J'ai l'impression qu'elles sont quand même causées par les sensations, oui, d'une certaine manière. Au départ, c'est pour ça que je vous ai dit la source, vous avez raison, la source c'est toujours la sensation au départ. Hein, c'est en ça que c'est un empiriste humain. Tout va partir de là. La sensation, c'est le contact avec le monde, c'est ça l'expérience première. Okay. Mais après, vous avez des sensations qui passent dans les idées. Ces idées en retour vont causer des nouvelles impressions. Mais ces nouvelles impressions-là, vous avez raison, par transitivité, elles dérivent au départ de la sensation. Ici, quelle sensation? La sensation de plaisir. Ça, c'est une sensation originelle pour nous, directement. Donc, c'est toujours à la source de tout ça, c'est les sensations. Ce sont les sensations. Alors, il y a deux types d'idées, et on y a touché du doigt à quelques reprises maintenant. Vous avez les idées de la mémoire et vous avez les idées de l'imagination. Donc, les idées, c'est ce qui correspond à penser, vous vous souvenez? Donc, votre chambre, vous pouvez vous en souvenir maintenant. Ça, quand vous vous souvenez de votre chambre, c'est une idée complexe de la mémoire. Okay. Mais maintenant, vous pouvez imaginer, regardez, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez former l'idée qu'il y ait un éléphant rose qui soit en train de dormir sur votre lit dans votre chambre. Vous le voyez là, l'éléphant rose?
qu'est-ce qu'il fait là? Mais on peut tous imaginer ça, d'accord? Vous pensez à votre chambre, il y a un éléphant rose. Ça, c'est une idée de l'imagination. Euh, ok. Quelle est la différence entre l'imagination et la mémoire? Eh bien, c'est que la mémoire, elle va préserver typiquement l'ordre et la forme des impressions. Ok. Si dans votre chambre, la fenêtre est entre le lit et le bureau, dans votre mémoire, la fenêtre va être entre le lit et le bureau. Ça, c'est se remémorer votre chambre. Mais votre imagination, elle peut faire autrement. Vous pouvez faire en sorte, dans votre imagination, que votre lit et votre bureau soient à droite de la fenêtre. Donc, l'imagination, elle ne préserve pas l'agencement des idées, ni dans le temps, ni dans l'espace. Alors, on complète notre schéma. Yumien, et ce sera le dernier degré de spécification ici. On a commencé par les perceptions. Hume ne définit pas, c'est tout ce qu'il y a dans notre esprit. Deux types de perceptions, les impressions et les idées. Je n'y reviens pas. Impression de la sensation, impression de la réflexion, et maintenant deux types d'idées, les idées de la mémoire et les idées de l'imagination. Et pour toutes ces formes de perception, vous avez en plus qui s'ajoutent à ça les questions des idées complexes et des idées simples, des impressions complexes et des impressions simples. Donc à chaque fois, vous pouvez rajouter deux arbres, des sites complexes simples, complexes simples. Donc ça vous dit de manière exhaustive la variété des idées chez Hume. Alors, la chose qui nous reste à voir maintenant, dans les 10 dernières minutes, c'est comment est-ce qu'on attache les idées entre elles. Et ça va être très important. On a vu comment les impressions étaient reliées aux idées. Les idées, c'est des copies des impressions. Mais comment est-ce que les idées entre elles sont attachées? Quelles sont les relations entre différentes idées? Oui, Mathieu. La mémoire, la ne change pas. Mais comment peut-être les cas de mémoire, Oui, alors dans la mémoire véridique, les agencements ne changent pas. Hein, quand on se souvient bien. Quand on se souvient mal, on va dire peut-être qu'on confond la mémoire avec l'imagination. En tout cas, c'est une théorie courante des explications d'erreurs mémorielles, c'est de dire en fait vous imaginez et vous croyez à tort que ce que vous imaginez, vous vous en souvenez. Donc pour bien comprendre la question qui nous intéresse maintenant, les impressions et les idées, pour Hume, souvenez-vous qu'il adore Newton. Newton, pour lui, il y a des corps qui sont reliés par différentes forces entre eux. Vous avez des atomes qui sont reliés par différentes forces, et sur cette base-là, vous pouvez émettre un certain nombre de lois qui vous permettent de prédire le monde physique dans l'instant d'après. Hume applique cette structure de pensée à la psychologie. Les atomes de la nature humaine, de notre psychologie humaine, ce sont les impressions et les idées, qui sont comme des atomes ou des briques de l'esprit. Et maintenant, on veut savoir comment ces impressions et ces idées sont connectées. On a vu comment les idées étaient connectées, et comment les impressions étaient connectées les idées étaient connectées aux impressions. Maintenant, on veut savoir comment les idées sont connectées entre elles. Et la grande réponse de Hume, je vous fais une belle image, c'est l'idée suivante. On a les briques, c'est les idées qu'on a dans l'entendement, et ces idées, elles vont être cimentées entre elles par différents principes d'association. Hume va dire qu'il y a 3 principes d'association. Ça va avoir une influence considérable sur toute la psychologie après Hume. Vous avez toute une école psychologique qui continue à certains égards, dans certaines formes de psychologie cognitive contemporaine, on a appelé au départ la psychologie associationniste. Donc, comment est-ce qu'on attache, on cimente les idées entre elles à l'aide d'un certain nombre de principes d'association. Alors, quels sont-ils? Avant de se demander quels sont ces principes, il faut être au clair sur qu'est-ce que c'est exactement qu'on cherche à expliquer. Pardon pour toutes les typos là. Donc, les idées au pluriel, mémoire simple. Donc, les idées de la mémoire, Hume, c'est clair qu'elles exhibent un certain degré de régularité, de méthode. Et ça n'apparaît pas de manière complètement chaotique. Vous n'avez pas, si vous vous souvenez maintenant de l'examen de guerre, vous n'avez pas du rouge, et soudain un gros son, et puis soudain de l'acide, et tout d'un coup, un dragon. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une certaine structure, une certaine régularité dans les idées de la mémoire.
Mais Jung dit, c'est aussi le cas dans l'imagination. Quand vous imaginez des choses, c'est pas complètement chaotique. Ça l'est un peu plus que la mémoire, mais ça suit quand même un certain nombre de régularités. Autrement dit, même quand vous imaginez, vous ne pouvez pas vous empêcher d'associer, de recombiner les choses entre elles en étant plus ou moins contraint ou plutôt guidé par quelque chose qui est comme une force douce. Et ça va être ça les principes d'association. Notre imagination, c'est difficile d'imaginer des choses qui sont complètement absurdes. Okay, c'est d'ailleurs un des ressorts de l'humour absurde, si vous avez les Python ou ce type d'humour-là, c'est des choses où on a des personnes qui arrivent à associer des idées auxquelles on n'a jamais pensé. C'est très dur en fait. Si je vous dis maintenant, pensez à une voiture, dites-moi quelque chose qui n'a rien à voir avec une voiture. C'est dur, on pense à un volant, roue, autoroute, on ne pense pas à une flèche. Ça ne vient pas naturellement. D'accord ? Donc notre imagination, elle est contrainte par un certain nombre, on fonctionne par proximité entre idées. Voici ce que dit Jung, même dans nos rêveries les plus désordonnées et les plus errantes, mieux encore dans nos rêves, nous trouverons à la réflexion que l'imagination ne courait pas tout à fait à l'aventure, mais qu'il y avait toujours une connexion entre les différentes idées qui se succédaient. Donc même quand on imagine, il y a des règles d'association. Alors, quelles sont ces règles? Maintenant qu'on sait que ces règles valent à la fois pour la mémoire, mais aussi pour l'imagination, il y en a 3. Pour Jung, ce sont la ressemblance, la contiguïté spatiale et temporelle, donc on associe des choses qui sont proches dans l'espace et dans le temps, on associe des choses qui se ressemblent, et enfin, la causalité, on associe des choses qui sont des effets, des causes les unes des autres. Okay, ça va. Oui, je dis que Il va le dire que la causalité, ça existe pas. Il ne l'a pas dit encore. Alors à ce moment-là, quand il écrit ça, il dit que la causalité, j'ai le droit de m'appuyer dessus. Après, il va la réduire à une forme de continuité spatiale et temporelle. Donc, mais il n'en est pas encore là pour l'instant. Il y a ces 3 principes d'association, mais c'est bien vu. Ces 3 principes d'association, il parle encore de causalité à ce moment-là. Il va expliquer ensuite pourquoi il ne faudrait pas le faire. Mais pour l'instant, il parle à tout le monde. Et Hume compare explicitement ces 3 principes d'association aux lois d'attraction de Newton. La loi d'attraction de Newton, vous savez, c'est une grande question dans la physique newtonienne. Il y a de l'attraction entre les planètes qui nous permet d'expliquer le mouvement des astres. En même temps, comment est-ce que des choses éloignées peuvent exercer l'une sur elles des forces? Ça a toujours été un problème et ça le reste dans la compréhension de la physique. Mais en tout cas, si on assume, si on postule ces forces-là, on peut expliquer beaucoup de choses. Et Hume dit, c'est comme des forces qu'il y a dans notre esprit. On ne peut pas s'empêcher d'être au moins tenté d'associer des choses qui se ressemblent, qui sont proches dans l'espace et dans le temps, et qui sont les causes et les effets les unes des autres. Et voici les exemples que donne Hume. Il en donne plusieurs, mais là, c'est une série d'exemples qu'il donne. Un tableau conduit naturellement nos pensées à l'original. Donc ça, c'est la ressemblance. On parlait tout à l'heure avec Giacomo d'un tableau. Vous voyez, pour Jung, le tableau, c'est une histoire de pensée au départ. Ce n'est pas que vous voyez directement dans le tableau. Vous voyez le tableau, vous en formez une pensée, et cette pensée, ensuite, elle vous ramène à l'original. Vous voyez un tableau de la licorne, vous formez l'idée d'une licorne, et grâce à ça, vous êtes ramené à la licorne originale. Ça, c'est par ressemblance. La mention, exemple typiquement jungien, la mention d'un appartement dans une maison. Si je vous dis j'ai une maison puis il y a un appartement, à quoi vous pensez, dit Jung? Très souvent, vous allez vous dire ah, mais il y a d'autres appartements à côté s'il y a un appartement dans la maison. Ça, c'est la contiguïté. À côté de l'appartement, il y en a forcément un autre. Et là, c'est, vous ne pouvez pas vous le dire en entier, la mention d'un appartement dans une maison introduit naturellement une enquête ou une conversation sur les autres appartements de la maison. Ça, c'est association par contiguïté. Et enfin, si nous pensons à une blessure, nous pouvons à peine nous empêcher de réfléchir à la douleur qui la suit. Si je vous dis, j'ai marché sur un petit Lego qui avait laissé traîner ma fille ce matin, tout de suite, je vois sur votre tête, vous faites déjà ça. Vous dites, ah, ça a dû lui faire mal. Okay, donc, on ne peut pas s'empêcher, quand vous pensez à une blessure ou à une lésion, il y a la douleur ensuite. Ça, c'est la causalité, parce que la lésion, c'est ça qui cause la douleur. Donc ça, ce sont 3 principes d'association psychologique qui gouvernent, d'après Jung, toute notre psychologie. Et c'est bien, j'arrive juste. Alors, pour une fois, on a avec ces 3 principes couvert
l'essentiel de la psychologie humaine. En résumé, vous avez, tout au sommet, vous avez les perceptions. Vous avez deux types de perceptions, qui sont d'une part les impressions et d'autre part les idées. Les impressions viennent en deux types, les impressions de la sensation, qui sont les plus originelles, et les impressions de la réflexion, qui reviennent des idées, le regret de vous impressionner. Vous avez par ailleurs les idées qui sont de deux types, les idées de la mémoire, vous vous souvenez des impressions que vous aviez eues, et les idées de l'imagination, qui sont des idées complexes que vous formez en réagençant les différentes impressions que vous avez. Ça, ce sont les briques, les atomes de la psychologie de Jung. Et maintenant, vous avez différents principes qui permettent de connecter ensemble ces différents atomes de la psychologie jungienne. Vous avez un principe qui relie les impressions et les idées qu'on appelle le principe de copie. Toute idée simple dérive d'une impression simple, sauf pour la nuance de maintenant. La seule exception d'un principe sans exception. Okay. Et sinon, en général, ça marche. Et puis, vous avez par ailleurs trois principes d'association entre les idées, cette fois. Quand vous avez une idée, vous êtes naturellement, en sens avec des S, pardon, vous êtes naturellement conduit à penser à une idée ressemblante. Ou alors, vous êtes conduit à penser à une idée qui parle de quelque chose qui est proche dans le temps ou dans l'espace. Ou encore, vous êtes conduit à penser à une idée qui est soit l'effet, soit la cause de l'idée que vous avez. Et ça vous donne l'essentiel de la psychologie de Jung, en 1h30. Bien. Alors, juste avant de conclure, je vous dis deux choses que j'ai oublié de vous dire, enfin, ou une seule. Il y a un Moodle pour le cours, plateforme Moodle, vous devez savoir tout ce que c'est, sinon vous le trouverez. Donc, je poste sur le Moodle à la fin de chaque cours, souvent avec un petit délai, et vous avez le droit de m'écrire si ça faut, les diapos, mise à jour au dernier cours, corriger les quelques copies, et l'enregistrement de la séance. Quand ça marche, là je pense que ça a marché. L'enregistrement, c'est destiné à vous aider à reprendre si vous n'avez pas entendu ou pas compris, ou vous devez être exceptionnellement absent. On vous déconseille fortement de rater un nombre trop substantiel de séances pour tout un tas de raisons. Une des raisons, c'est juste qu'à la pause, on peut bavarder avec moi, avec mes copains, qu'on peut interagir, tandis que si vous regardez pendant le cours, on peut interagir, on ne peut pas le faire en ligne. Je vous passe toutes les raisons. On est des êtres sociaux et qu'on n'est pas heureux à rester tout seul, c'est soit à regarder Netflix et à commander des pizzas, on est bien plus heureux à voir des personnes sur les bancs des cours de l'université. Donc, servez-vous des enregistrements, mais pas pour ne pas sortir. Et attendez, je dois vous dire une dernière chose. Oui, pour les premières années qui sont là, je fais en écho à ce que vous m'avez demandé à la pause. Vous avez vu que je fais quelques allusions en disant ça doit vous rappeler Brentano, ça doit vous rappeler Locke, ça doit vous rappeler le rationalisme. Et puis là, il ne faut surtout pas que les premières années, vous vous disiez oh mon Dieu, je ne sais pas ce que c'est, on est perdu. Vous avez compris que le fonctionnement en philosophie, il y a des personnes de 3 années différentes. S'il y a des personnes de première année, ou des personnes de deuxième année, troisième année. Quand je fais ça, c'est juste pour réactiver la mémoire. Et vous voyez qu'il y en a besoin parce qu'il y en a qui suivent des séminaires entiers sur Berkeley en ayant complètement. Donc c'est juste pour dire, vous voyez qu'on a déjà vu ça. Mais si vous n'avez pas vu, c'est pas grave, vous le verrez plus tard. Okay, donc soyez pas impressionnés, c'est pas des choses obligatoires. Pour vous, vous n'avez pas besoin de comprendre ça pour comprendre le reste de ce que je vous dis. Je me tais enfin et je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.